Alors hier, au cours du vote solennel du mariage pour tous à l'Assemblée nationale, Henri Guénaud a ripé. Il a par mégarde voté oui, puis s'est rattrapé in extremis pour corriger le vote. Luc Châtel, du reste, lui aussi s'est trompé et rattrapé aux branches. Faut-il trouver un parallèle entre ces doigts pleins de volonté qui ripent et les atermoiements de l'UMP? Faut-il d'ailleurs aussi, au fond, rire de tout, comme se le demande aujourd'hui le magazine Esprit, la revue Esprit, nous le verrons. Enfin, voilà que depuis novembre, le parti, l'UMP, semble tout de même toujours sans chef. Avant-hier, la commission de révision des statuts de l'UMP a abouti sur un report à aujourd'hui mercredi, faute de décision, faute d'entente ou de perspective claire. Et dans cette tourmente, rares sont les membres de l'UMP qui semblent tout de même à maintenir leur cap. Notre invité ce matin semble faire partie de ces rescapés, celui qu'on appelait en cachette le vice-président de Nicolas Sarkozy, qui fut ministre du budget dans un gouvernement d'alternance dans les années 80, ministre de Jacques Chirac, ministre des Affaires étrangères à 2 reprises, et qui est aujourd'hui maire de Bordeaux. C'est Alain Juppé. Alain Juppé, bonjour. Bonjour. Est-ce que si la loi idée comme elle le sera sans doute, malgré les recours au Conseil constitutionnel, vous, début juin, si elle est en vigueur, vous vous apprêterez, en vertu des articles 214, 213, 215 du Code civil, à déclarer unis par les liens du mariage, je ne sais pas au hasard, moi, Jean-Paul et Nicolas? Oui, à condition que ce ne soit pas un show médiatique. Oui, je célébrerai le mariage, mais je m'attends fort à ce qu'on en fasse immédiatement un show médiatique. Donc j'appliquerai la loi, voilà, dans la discrétion et dans la parfaite conformité avec les textes qui sont votés. Vous savez, moi j'ai pris une position très claire, je pense, sur cette question difficile. J'ai dit depuis le début que le fait que 2 personnes du même sexe puissent s'unir devant la loi, qu'on appelle ça union, qu'on appelle ça mariage, me paraissait dans l'ordre des choses aujourd'hui, et compte tenu de l'évolution des mentalités. En revanche, je suis hostile à l'homoparentalité, je l'ai dit à plusieurs reprises, à l'adoption plénière et a fortiori, bien sûr, à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui. Voilà la ligne que j'ai définie. J'ai dit aussi que je comprenais parfaitement que cette question touche profondément d'un côté comme de l'autre, et je regrette qu'on ait perdu un peu le respect mutuel dans chacun des 2 camps, et nous sommes face à une radicalisation qui est vraiment détestable. Vous auriez été député à l'Assemblée hier, vous auriez voté sur quel bouton ? J'aurais essayé de ne pas me tromper de bouton d'abord, et puis je pense que je n'aurais pas voté à cause de l'homoparentalité. Hubert Huertas. Oui, vous avez toujours veillé à ne pas passionner ce débat. Votre parti, au bout du compte, a fini par le passionner. Est-ce que vous pensez qu'il va en récolter les fruits, ou bien qu'il va le payer comme en 98, la droite avait souffert de sa posture dans le débat sur le Pacs? Ce n'est pas le parti qui a radicalisé les choses, ce sont les gens qui sont dans la rue. Il y a des gens importants de votre parti qui ont pris des positions, mais je veux dire que la radicalisation, ou en tout cas le combat, il est venu, et c'est intéressant de le noter d'ailleurs, il est venu de la base. Et il est normal qu'on puisse manifester. Ce qui est détestable, je le répète, c'est la violence, c'est la radicalisation, c'est l'homophobie, et moi-même j'ai eu l'occasion à Bordeaux de condamner sans délai. Et certains de vos collègues ont parlé de coup d'État. Acte d'homophobie. Certains de vos collègues ont parlé de coup d'État. Tout le monde dérape, tout le monde dérape. Il y a des moments dans les débats à l'Assemblée nationale où on préférerait ne pas entendre, parce qu'il y a eu des échanges tout à fait indignes de la démocratie. Alors, est-ce que ces échanges-là, tout de même, vous ont heurté, qui sait, au nom de ce que finalement l'UMP aura peut-être donné une image aujourd'hui dont vous ne voulez pas nécessairement, par exemple sur les propositions d'Henri Guénaud, d'en appeler à la rue, cette espèce d'alliance Henri Guénaud, Brigitte Bardot, et puis même, au fond, Gilbert Collard en tête des manifestations il y a quelques jours, ne sont peut-être pas exactement, vous, l'image, au fond, d'une droite d'opposition que vous souhaiteriez défendre, notamment, si je regarde, puisque vous êtes un homme moderne, Alain Juppé, il n'y a pas qu'Herzog et de Meuron qui font un stade à Bordeaux, et vous tweetez, et au fond, vous dites, et c'est clair, il y a 5 jours, le bon fonctionnement de la démocratie, c'est la reconquête électorale du pays, étape par étape. En 140 caractères, on sent bien le Alain Juppé droit dans ses bottes, qui ne cédera pas à des effets d'annonce, d'appel à la rue, de défi. Je dis que je n'avais pas
J'avais dit que je n'avais pas la culture du défilé dans la rue. Bon, voilà, je l'ai rarement fait. Cela dit, je le répète, la liberté de manifester est une liberté fondamentale en démocratie, pourvu que cela reste dans les limites de la loi et qu'on n'assiste pas au dérapage que j'ai indiqué. Oui, est-ce que l'image que cela donne de l'UMP vous satisfait? De l'UMP, de tout le monde. Écoutez, il y a une radicalisation de tous les côtés et des propos excessifs de tous les côtés aussi. Je pense surtout qu'on est complètement décalé par rapport à ce qui fait le quotidien des Français aujourd'hui. Et l'expérience d'un maire dans ce domaine est assez précieuse, parce qu'on est au contact au jour le jour avec ses concitoyens. Quelle est la seule chose dont on me parle dans mes petites réunions de proximité que je fais pratiquement quotidiennement? C'est de l'emploi, c'est de la situation économique. Et pas de cette question qui n'est pas négligeable, qui touche à des choses très profondes, mais qui n'est pas une priorité aujourd'hui. Elle divise. Et je pense que si le président de la République, affaibli comme il l'est, confronté à des défis économiques extraordinairement difficiles, voulait jouer la carte de l'unité nationale, eh bien il devrait apaiser ce débat. Mais comment est-ce qu'on la joue, cette carte de l'unité nationale? Est-ce qu'on la joue en faisant un gouvernement qui serait à l'image du Parisien d'il y a une semaine, au fond, quoi? Il y aurait des ministres possibles, Michel Rocard, Alain Juppé? On est dans une starisation de la vie politique qui ne me surprend pas, qui ne nous surprend pas et qui ne finira pas. Vous disiez tout à l'heure que le problème de l'UMP, c'est d'avoir un chef. Non, c'est d'avoir un projet. Et un gouvernement d'unité nationale, pourquoi faire? Quelle politique? Je crois qu'il est temps aujourd'hui de dire la vérité aux Français. Et le président de la République ne la leur dit pas. Ce dont il s'agit, ce n'est pas de sortir plus ou moins rapidement d'une crise, c'est d'entrer avec plus ou moins d'enthousiasme et d'envie dans un nouveau monde. Le monde a complètement changé depuis une vingtaine d'années, et la grande question de la France aujourd'hui, c'est de savoir si nous avons peur de ce monde, si nous allons chercher à nous en protéger, comme certains le proposent, ou si au contraire, nous allons assumer notre responsabilité et notre place dans ce monde. Voilà aujourd'hui le vrai débat. Mais quelle est cette vérité que l'on ne dit pas? Quelle est la vérité que ne dit pas François Hollande? Ce que je viens de vous dire. Plus précisément en matière économique, par exemple. En matière économique, nous nous sommes mis dans un piège redoutable. D'abord, et c'est la responsabilité de ce gouvernement, nous avons mis en panne tous les moteurs de croissance. Qu'on ne nous fasse plus aujourd'hui, un an après, le procès de la Sarkozy, c'est fini, tout ça, ça ne marche plus. Et donc, on a stoppé les moteurs de croissance. D'abord, l'investissement des entreprises, parce qu'on a créé dans les entreprises un sentiment de défiance qui s'accroît avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez vu la réaction des chefs d'entreprise. Amnistier les actes de violence, pas physiques, heureusement, enfin pas contre les personnes, mais contre les biens à l'occasion de conflits syndicaux, c'est un contre-signal formidable, qui est d'ailleurs condamné, si j'en crois les sondages de ce matin, par une immense majorité des Français. Ensuite, on a tué l'investissement des personnes dans l'immobilier. 500 000 logements, c'était l'objectif annoncé, on va être à 300 000. Et il y a des raisons à cela que je n'ai pas le temps de développer. Le pouvoir d'achat est en panne, et l'INSEE a donné les chiffres sur l'année 2012. Quant à l'exportation, elle ne se porte pas très bien. Donc, la croissance est en panne. Conséquence, aucun des deux grands objectifs majeurs du président de la République ne peut être tenu. C'est-à-dire l'inversion de la courbe du chômage, et deuxièmement, la réduction de nos déficits à 3%. Ce qui crée évidemment un sentiment d'incompréhension de la part des Françaises et des Français. Comment s'en sortir aujourd'hui ? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Alors les uns vous disent, très bien, affranchissons-nous de cette règle des 3% du déficit. Quelle sera la conséquence? Nous nous mettons au banc de la zone euro, et le problème, c'est pas tellement Bruxelles. Le problème, c'est les gens qui nous prêtent de l'argent. Cette année, nous allons être le premier émetteur de dette publique sur la zone euro. Il faut donc qu'on nous prête de l'argent. Et si nous donnons on continue de nous en prêter. Oui, encore aujourd'hui. Mais si nous donnons le sentiment que nous n'allons pas faire les efforts nécessaires pour réduire petit à petit, peut-être pas aussi vite qu'on avait prévu, mais en tout cas une direction claire dans le sens de la réduction des déficits, nous risquons d'être emportés. Il faut donc les réduire. Et comment? Il n'y a pas de croissance, les impôts, ils sont au taquet, et donc il faut s'attaquer aux dépenses, et ça c'est extrêmement difficile. Il faudrait pour cela un gouvernement fort, alors que nous avons un gouvernement faible. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alain Juppé, vous n'ignorez pas le débat qui est maintenant un débat européen, et qui dépasse les frontières nationales sur la rigueur ou la relance. Là, c'est un faux débat. Vous venez de prôner la rigueur. Mais non, c'est absolument pas, c'est un faux débat, lisez. C'est un faux débat c'est européen. Un faux débat, il faut les deux. Toute l'Europe en parle. Mais pas du tout, l'Allemagne n'en parle pas. Non, sauf l'Allemagne. Oui, sauf l'Allemagne et sauf d'autres pays aussi qui ont bien compris qu'on ne pouvait pas avoir la croissance si on ne remettait pas de l'ordre. Il semblerait que la rigueur n'amène qu'à plus d'austérité, et austérité amène... C'est un faux débat. Je vous renvoie à l'article de M. Pisani-Ferry, je crois hier dans Le Monde, qui dit « C'est à partir de la remise en ordre de nos finances publiques qu'on peut construire une croissance forte ». Il faut les deux. On ne peut pas continuer à se payer les déficits que nous avons et le surendettement qui est la nôtre. 94% du PIB en dette publique. Donc il n'y a pas à savoir s'il faut ou s'il ne faut pas. On est obligé de lutter contre ce surendettement. Et ce raisonnement conduit à l'état de l'Europe, et l'état de l'Europe est un mauvais état général, et il semblerait que
raisonnement que vous tenez, qui est un raisonnement classique, n'amène qu'à encore plus d'austérité et à encore moins de Je ne partage pas cette conviction. C'est une étape à franchir. C'est pas une conviction, c'est une observation. Non, c'est une étape à franchir. C'est une étape à franchir. Il faut remettre de l'ordre dans nos finances et ensuite nous rebondirons. Les États-Unis ont connu une période de récession et ils sont repartis aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays qui ont suivi ce processus. Si aujourd'hui nous nous affranchissons de cette discipline, qui n'est pas une discipline bureaucratique, qui est une discipline de bon sens, les États-Unis se sont permis un certain nombre de choses que l'Europe s'interdit. Eh bien, permettons-nous cela, et c'est ça le vrai débat. Plutôt que de faire le bras de fer avec l'Allemagne, et c'est, moi je crois, le principal reproche que je ferai à M. Hollande, c'est d'avoir cassé le ressort de l'union entre la France et l'Allemagne. De s'être imaginé que c'est en s'appuyant sur M. Mario Monti, qui n'est plus là, à Rome, et sur les pays du Sud, qu'on allait faire changer l'Allemagne. Je crois que ça, c'est l'erreur majeure. Nous n'avons pas des intérêts toujours convergents avec l'Allemagne. Ça a toujours été difficile, bien entendu. Mais la démarche qui était la nôtre était systématiquement de chercher des compromis, une entente avec l'Allemagne, et ensuite d'entraîner l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est ça qui a été cassé et qui est grave aujourd'hui. Donc il faut faire les deux, je le répète, il faut remettre de l'ordre dans nos finances, et en même temps, comme nous l'avions fait très intelligemment, avec Michel Rocard, puisque nous avions porté ce projet sur les fonds baptismaux, peut-être relancer un nouveau programme d'investissement d'avenir pour accompagner la nécessaire rigueur par des mesures de soutien à l'activité. Mais en ce moment, on fait tout à fait le contraire. Regardez ce qui se passe dans le bâtiment, par exemple. J'ai dit tout à l'heure les chiffres. On multiplie à l'envi les réglementations. Je lisais cela hier dans la presse. Je crois qu'il y a 3000 à 4000 textes réglementaires qui s'appliquent lorsque vous voulez construire des logements en France. Donc, attends qu'on voit cela. Oui. On nous a annoncé un choc de simplification. Pour ma part, je l'attends toujours. Le préfet d'Aquitaine m'a dit qu'il avait reçu une circulaire lui disant « Nous vous demandons maintenant de procéder à une interprétation facilitatrice des règlements que vous recevez quotidiennement. » Peut-être qu'elle a une petite lueur d'espoir. Oui, enfin, ça ne vous empêche pas à Bordeaux tout de même d'engager des travaux pharaoniques pour un nouveau stade. Pharaonique, non, pas du tout. Pas pharaonique, c'est le stade. C'est ce que disent les Verts dans votre voyez comment vous présentez les choses. Il n'est pas pharaonique, il est beaucoup moins cher que le stade de Lille, il est beaucoup moins cher que le stade de Lyon, il est beaucoup moins cher que le stade de Nice. Donc, il ne faut pas dire ça. C'est un stade tout à fait raisonnable et utile parce que quels sont les grands moments de communion dans une ville aujourd'hui? C'est quand on se retrouve au stade, avec un sport qui est populaire. Je peux vous dire que quand on regarde les sondages sur le stade de Bordeaux, qui est pour l'électorat populaire? Alors, ce stade, il sera construit par Herzog et de Boran et on loue notamment sa forme en sorte de bol inversé et surtout de donner ce sentiment de la transparence. La transparence qui est désormais partout, y compris au stade de Bordeaux. La transparence, alors, c'est de la journée de la morale aujourd'hui au Conseil des ministres, si j'ose dire. Comment, là aussi, interprétez-vous? On a senti que vous n'étiez pas forcément très favorable à ces questions de dévoilement, de patrimoine, de publication. Vous l'avez dit, je le fais parce qu'il y a, vous avez clairement dit, je le fais sous la pression médiatique. Donc on sentait que c'était pas vraiment de gaieté de cœur. Mais comment interprétez-vous cela? Et je m'adresse tout de même à l'homme qui, à une époque, fut condamné très lourdement dans une affaire d'emploi fictif de la ville de Paris, où on avait noté notamment qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel de votre part. Merci de le rappeler, quand même, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Non, mais bon, il y a eu cette histoire de condamnation qui ne nous a pas empêché de faire une retraite et de revenir dans la vie politique. Qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là et de cet aspect biographique de votre vie politique, vous pensez de cette idée qu'il faut moraliser davantage la vie politique française? Et est-ce que vous posez la question un jour, je ne reviendrai jamais en politique? Vous pensez que je pourrais vous dire qu'il ne faut pas moraliser la vie politique? Bien sûr qu'il faut la moraliser. C'est pas avec une loi qu'on va la moraliser. Le fond du problème, c'est de s'attaquer à la fraude fiscale, c'est de vérifier que entre le moment où un homme politique entre en charge et le moment où il sort, il ne s'est pas enrichi de façon non transparente. Oui, c'est ça le problème. Et publié aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai assorti ma publication, parce que moi ça me dérange pas, je n'ai rien à cacher, la publication de mon patrimoine de ce commentaire. Je trouve qu'une fois de plus, c'est un effet de manche. On a beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy, quand il y avait un problème, de se précipiter pour faire une loi. Bien, on fait exactement la même chose aujourd'hui. Et c'est pas la solution. La solution, ce sera de dire, pendant une période donnée, comment votre patrimoine a-t-il évolué? Comment justifiez-vous le fait que vous avez acheté tel ou tel bien ou investi dans tel ou tel portefeuille d'actions? Et puis, il y a une administration fiscale qui aujourd'hui doit se sentir mal à l'aise, parce qu'elle fait bien son boulot, l'administration fiscale. Chaque année, elle fait des milliards de redressements pour lutter contre la fraude fiscale. Et par ailleurs, je le rappelle aussi, il y a une commission
commission de transparence de la vie publique. Elle n'a pas de moyens. Qui est présidée, bien sûr, elle a tous les moyens, si elle ne les exerce pas, c'est son problème. Elle est présidée par le vice-président du Conseil d'État. C'est une personnalité suspecte, non indépendante, le vice-président du Conseil d'État. Il est parfaitement en mesure, lorsqu'il constate entre la première déclaration et la dernière déclaration qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de saisir la justice. Ça a été fait d'ailleurs dans un nombre de cas limité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la commission ferme les yeux, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a peu de cas qui méritent de saisir la justice? Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peu de cas, selon vous? Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas me livrer à une interprétation, mais je vois que la vôtre interprétation, elle est claire. C'est que la commission ne fait pas son boulot. Moi, je dis point d'interrogation. Il y a une commission qui existe. Elle manque de personnel. Je n'en sais rien. On manque toujours de personnel. On va créer une nouvelle structure. Comme dans les stations de radio, on manque de personnel. On manque de personnel. Ça peut arriver. Il faut surtout une volonté politique. Alors, peut-être que la volonté politique a manqué. Mais le cas de Cahuzac, c'est très clair. Comment voulez-vous détecter un mensonge de cette importance? Bien sûr, après, lorsque on a les éléments pour juger, on se dit « Ah oui, si on avait su ». Mais c'est pas facile de détecter. Vous estimez avec le recul que vous avez quand même pris cher, vous, dans cette affaire de la ville de Paris? Vous avez assumé pour plein de gens qui, au fond, ça a arrangé que vous preniez tout sur les épaules? Je ne vais pas juger la justice. La justice s'est prononcée. Comme vous l'avez dit, la Cour d'appel a indiqué très clairement que je n'avais pas mis un sou dans ma poche. Voilà, j'ai payé et basta. 8h17 les matins de France Culture. Alors Alain Juppé, ne vous affolez pas, nous sommes en direct, on va tout dévoiler. En fait, Brice Couturier est coincé dans un RER à destination de la Maison de Radio France depuis ce matin. Luc-Jean Reynaud qui réalise l'émission s'affaire au téléphone pour essayer de l'avoir sur son portable, mais j'ai l'impression, Luc-Jean, que nous faisons chou blanc. Bon, alors écoutez, on va peut-être quand même aborder cette deuxième partie des matins avec Hubert Urtas, Caroline Eliachev, sur les questions évidemment de politique étrangère. Vous y étiez il n'y a pas si longtemps dans un voyage, on pourrait dire presque d'ordre commémoratif en Libye avec Nicolas Sarkozy. L'IS accueille quelques détails croustillants tout de même où devant la pression et l'empathie du public, Nicolas Sarkozy s'est retrouvé plusieurs fois coincé dans sa voiture, problème de sécurité, inquiétude. Alain Juppé? Il était prévu que nous allions à Tripoli, et puis, à l'invitation du Premier ministre libyen, on a craqué, on est parti à Benghazi. Le voyage n'était pas vraiment organisé, la foule était immense, c'était le 2e anniversaire jour pour jour du moment où les avions français et britanniques ont stoppé les colonnes de chars de Kadhafi qui fonçaient sur Benghazi. Donc l'enthousiasme populaire était extrême, et on a évité de peu le piétinement dans la foule, par la foule. Est-ce que, à ce moment-là, cela dit, vous vous êtes dit, et ça a balayé toutes les réticences que l'on a pensé que vous aviez pu avoir avant d'engager la France et la ça, c'est une légende. Alors, vous voyez, ça, c'est une légende. Vous avez toujours prêté une sorte de distance par rapport... Non, c'est pas on, c'est une seule personne, c'est Bernard-Henri Lévy qui a répandu cette idée qui est totalement fausse. Je n'ai jamais eu la moindre hésitation et nous avons ensemble, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, bien sûr, pris cette décision. Alors aujourd'hui, avec il y avait des questions de forme tout de même qui vous étaient importantes, de modalités, de procédures. Il se trouve, si vous voulez absolument tous les détails, qu'au moment où le président de la République a reçu le Conseil national de transition à l'Élysée, et où j'étais invité, bien naturellement, j'étais à Bruxelles parce qu'il y avait un Conseil des ministres des Affaires étrangères. Et donc, à la sortie de cette réunion, les responsables du CNT ont annoncé que la France allait les reconnaître. Et c'est là qu'il y a eu un petit décalage de calendrier, mais pas sur le fond. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se demander, avec le recul, si nous avons ouvert ou pas la boîte de Pandore. Et j'entends souvent cette expression utilisée en disant, est-ce que vous n'avez pas ouvert la voie aux djihadistes ou aux extrémistes? Moi, je pose une simple question. Faut-il regretter Kadhafi? Faut-il regretter Ben Ali? Et ainsi de suite. Donc je pense que nous avons eu raison d'accompagner ce mouvement qui venait des profondeurs des peuples arabes, d'abord en Tunisie, ensuite en Égypte et en Libye. Et alors, en parallèle, trouvez-vous que les règles internationales empêchent ou légitiment le fait de ne pas intervenir en Syrie? À partir du moment où nous nous mettons dans la légalité internationale et où la France dit, je crois qu'elle a raison de le dire, nous ne pouvons pas intervenir s'il n'y a pas une décision explicite du Conseil de sécurité, on est bloqué. Parce qu'il faut quand même désigner les responsables. C'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est pas la communauté internationale dans son ensemble, c'est la Russie qui, pour différentes raisons, bloque de façon obstinée, depuis maintenant plus de 2 ans, toute intervention internationale. La question qui se pose est de savoir, elle est extraordinairement difficile, s'il faut rétablir l'équilibre
entre l'armée de libération syrienne et puis un régime qui utilise tous les moyens pour écraser ces populations. Dont on dit qu'il a déjà franchi la ligne rouge ou jaune depuis plusieurs fois, avec les armes chimiques entre autres. Bien au-delà, 100 000 morts, des centaines de milliers de blessés, 1 million de réfugiés. J'étais hier à Tel Aviv et je rencontrais une personnalité jordanienne qui me parlait de la pression des réfugiés dans son pays qui risque d'être déstabilisé. Donc, est-ce qu'il faut livrer des armes? Je reconnais que la grande question qui se pose est de savoir à qui. Parce qu'au fur et à mesure que cette crise s'est radicalisée, on a vu les extrémistes, les tenants d'Al-Qaïda ou les salafistes prendre de plus en plus d'influence dans la coalition syrienne. Alors, à la guerre comme à la guerre, Alain Juppé, Brice Couturier, depuis le RER quelque part entre Versailles et Paris, est au téléphone pour justement donner quelques éléments et début de débat sur la question diplomatique et affaires étrangères. Brice. Oui, bonjour Monsieur Juppé. Bonjour, bon courage. Les transports en commun en Ile-de-France font ce que vous savez sans doute. Faisant le bilan de votre action à la tête du ministère des Affaires étrangères, vous avez été questionné par un journaliste sur le programme du candidat François Hollande. Et votre réponse fut cinglante, je vous cite, en matière de politique étrangère, son discours est un mauvais copier-coller de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 5 ans. Il y a chez lui une absence de toute idée nouvelle, à l'exception de l'Afghanistan, dont un retrait précipité de nos troupes serait techniquement impossible et militairement déshonorant. Après tout, que la diplomatie de notre pays soit peu dépendante des changements de majorité peut s'avérer rassurant. Les intérêts nationaux et les alliances ont leur pesanteur propre. Ce sont les changements de cap qui peuvent inquiéter. Nicolas Sarkozy avait décidé d'engager l'aviation française pour sauver Benghazi. On se souvient de son triomphal bain de foule sur place de septembre 2011. Des milliers d'habitants, vous m'entendez? Des milliers d'habitants scandant « 1, 2, 3, viva Sarkozy ». Tout récemment, François Hollande a engagé des troupes au sol, vous le disiez, au Mali, afin de chasser les groupes armés islamistes qui s'étaient emparés du nord et qui menaçaient de descendre vers le sud. Là aussi, scène de liesse populaire pour l'accueil de François Hollande, accueilli en sauveur par la population début février à Tombouctou, comme, je cite, l'ange qui arrête la calamité. Alors, ces 2 interventions militaires ont sans doute permis de sauver des populations civiles et elles ont certainement redoré le prestige de la France, mais elles risquent de renforcer chez les Français une dangereuse illusion, celle de compter encore parmi les puissances mondiales capables de projeter des forces aux 4 coins de la planète. Illusion que les élites françaises cultivent jusqu'à l'obsession, écrivait Zbigniew Brzezinski, citant pour preuve le discours devant l'Assemblée nationale d'un Premier ministre nommé Alain Juppé, dans un livre publié en 1997 qui s'appelait « Le Grand Échiquier ». Alors nous avons trouvé plus ou moins les moyens de secourir les Libyens et les Maliens, plus ou moins, car il a fallu faire appel aux moyens américains de repérage au sol dans le premier cas. Ils nous ont été fournis assez facilement, mais dans le second cas, Washington nous a fourni les moyens de reconnaissance qui nous font défaut, des drones, mais a menacé de nous facturer l'usage de ces avions de transport C-17. Une manière de rappeler l'exigence des Américains de voir l'Europe assumer davantage le prix de sa propre défense dans un monde qui redevient dangereux. Alors ces opérations extérieures ont mis en évidence un certain nombre de carences, drones, moyens de transport, avions ravitailleurs. Cette année, le budget de la défense représente 1,56% du PIB. C'était le double, 3% au début des années 80, et on a eu jusqu'à 5% pour la défense lorsque le général de Gaulle était président de la République. Le livre blanc de la défense, dont la publication ne cesse d'être retardée, et la loi de programmation militaire 2014-2009 font l'objet d'âpres négociations entre le ministre Jean-Yves Le Drian et son collègue du budget, hier Jérôme Cahuzac, aujourd'hui Bernard Cazeneuve. Bercy voudrait que les armées prennent leur part de l'effort d'économie que l'État annonce vouloir s'imposer l'an prochain. Certains estiment que toute nouvelle réduction des budgets amènerait notre outil de défense au point de rupture. Quel est votre avis sur la question? Estimez-vous que la défense doit faire l'objet de sacrifices particuliers? Merci Brice Couturier, bon courage pour la suite du trajet. Alain Juppé. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce retour en arrière, y compris sur le général de Gaulle, mais enfin, on ne va pas refaire la campagne électorale de l'année dernière. Sur la question précise qui termine ce panorama, d'abord, une première réflexion. Vous nous dites que la France entretient l'illusion qu'elle est capable de déployer des forces sur le terrain. C'est pas une illusion, c'est une réalité. Enfin, voyons, on vient de démontrer que parmi les rares pays au monde qui avaient la capacité d'intervenir, il y avait la France. Et je voudrais d'ailleurs tirer un coup de chapeau à nos militaires, parce qu'ils sont courageux, ils sont
professionnels, ils sont extrêmement efficaces, et ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Alain Juppé, ça a aussi révélé quelques manques. On a dit qu'on était très faible sur la question des drones. On l'a fait. Qu'il y ait des manques, bien sûr. S'il n'y avait aucun manque, ça serait idéal. Personne n'a tous les moyens de ses ambitions, bien entendu. Mais là, nous avons démontré que nous avions la capacité d'intervenir. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut tailler dans le budget de la défense ? Non. Et d'ailleurs, c'est ce que le président de la République a confirmé. Récemment, dans une intervention à la télévision, il a dit que le budget de la défense ne serait pas coupé. Pourquoi ? Parce que je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu des réformes profonde, extraordinairement profonde dans nos armées depuis maintenant une vingtaine d'années. 1995, avec Jacques Chirac. D'abord, nous recadrons notre force de dissuasion nucléaire en la concentrant sur 2 de ses composantes. Ensuite, nous professionnalisons nos armées. Nous suspendons, nous annulons le service obligatoire. Et c'était absolument évident. Une armée de conscription avait du sens lorsque le monde était bipolaire. Il n'en avait plus après la chute du mur de Berlin. Donc on a fait cette réforme, elle a été réussie. Ensuite, deuxième réforme à la suite du livre blanc, 2008, il faut le rappeler, on ne dit jamais ce chiffre. Les armées sont en train de supprimer depuis 2008 54 000 postes, avec une capacité d'adaptation tout à fait extraordinaire. Aujourd'hui, si on va en deçà, en diminution à nouveau, alors il faudra dire que nous abandonnons un certain nombre de nos objectifs. Abandonner la dissuasion nucléaire dans un monde qui reste extrêmement instable et même dangereux serait un risque qu'il ne faut pas prendre. Est-ce que nous voulons conserver une capacité de déploiement sur le terrain lorsque nos intérêts sont en jeu comme ils le sont au Sahel ? Je pense que oui, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il ne faut pas rogner sur le budget de la défense. Hubert Huertas. Oui, vous disiez il y a un instant... on me dit souvent que nous avons ouvert la boîte de Pandore en Libye et je réponds que fallait-il laisser Kadhafi, comme si c'était ou l'un ou l'autre. Ah oui, c'était l'un ou l'autre. C'était l'un ou l'autre, parce que si on n'avait pas fait ce qu'on a fait à Benghazi, Kadhafi aurait écrasé Benghazi et serait toujours là. Alors, je continue ma question, et ma question porte sur aujourd'hui. Même si Kadhafi n'était pas recommandable, est-ce que la boîte de Pandore n'est tout de même pas ouverte? La preuve, cet attentat à l'ambassade de France. Bien sûr, je voudrais avoir une pensée pour les victimes d'abord, pour nos diplomates aussi. J'étais, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a très peu de temps à Tripoli. Je voudrais simplement dire qu'il fallait être d'une très grande naïveté pour s'imaginer qu'après 40 ans de dictature en Libye, un régime corrompu et autoritaire aussi en Tunisie, etc., tout allait se passer tranquillement et qu'on allait tout d'un coup découvrir des régimes démocratiques à l'occidental. C'est une vue de l'esprit, bien entendu. Un jour, un Égyptien m'a dit, mais en France, entre le moment où vous avez pris la Bastille, la Bastille, c'est à Bordeaux. Oui, c'est un lapsus révélateur. Entre le moment où vous avez pris la Bastille et le moment où la République française s'est installée de manière assez stable, il vous a fallu combien de temps? J'ai répondu un peu plus d'un siècle. Donc j'espère que ça se passera plus vite. Donc ils sont dans une transition révolutionnaire. Et notre devoir, c'est d'accompagner cette transition en essayant d'aider ceux qui ne franchissent pas la ligne rouge, c'est-à-dire les droits de l'homme, le respect de la démocratie, l'alternance politique. On prend le pouvoir mais on peut le perdre. Et aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que tout va se jouer en réalité dans ces pays, où beaucoup va se jouer à partir du rôle que les femmes peuvent jouer. On vient de vivre un petit peu 2 fois le même scénario à peu de temps de distance en Libye et au Mali. Donc une opération militaire, réussite de cette opération militaire, accueil triomphal du président français en fonction, accueil comme un sauveur. Et puis derrière... des problèmes qui ne sont pas réglés. Parlons maintenant du Mali. Est-ce que vous considérez que cette opération militairement réussie va permettre à la France... va permettre premièrement la stabilisation du Mali et ensuite à la France de pouvoir se retirer. Même si avant-hier, donc l'Assemblée nationale a décidé de reconduire cette opération. J'ai apporté mon soutien à cette intervention parce que, là encore, il faut se resituer au moment où elle a eu lieu. Il y avait un risque majeur que les terroristes, Al-Qaïda, s'emparent de Bamako avec des conséquences en chaîne qui étaient incalculables sur l'ensemble de la sous-région. Donc il fallait stopper ça et c'est la raison pour laquelle j'ai apporté mon soutien. Mais j'ai posé tout de suite 3 questions. Et on voit bien aujourd'hui que ces questions se posent toujours. D'abord, qu'est-ce qui se passe à Bamako? Comment allons-nous contribuer à rétablir un ordre constitutionnel, puisque vous savez qu'il y a eu un coup d'État qui n'est pas réglé aujourd'hui? Que faisons-nous avec les pays de la région, notamment ce qu'on appelle la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, avec l'Union africaine, pour faire en sorte que des élections aient lieu et qu'un régime constitutionnel, légitime, se remette en place à Bamako? Deuxième grande question, à quel rythme et dans quelle proportion une force interafricaine ou une force sous mandat de l'ONU va-t-elle se déployer sur le terrain pour prendre le relais de la force française?
question qui n'est pas aujourd'hui véritablement réglée. Puis enfin, la troisième question, que se passe-t-il au nord? Parce qu'on nous dit beaucoup, on parle beaucoup des terroristes, et moi-même je parle des terroristes. Mais il faut voir qu'il y a une composante aussi dans ces gens qui se battent, qui est la composante Touareg, qui depuis des décennies, et ça ne date pas de l'intervention de l'OTAN en Libye, qui depuis des décennies se battent pour le développement économique de cette région, pour son indépendance, qui n'est pas acceptable, et pour son autonomie, qui pourrait être une solution. Quelles sont les initiatives que nous prenons pour séparer ces forces? Donc la bataille n'est pas gagnée, même pas militairement. Vous disiez tout à l'heure que la victoire est acquise sur le terrain, non. Et on voit bien que si les forces françaises se retiraient, les terroristes, ils ont été dispersés, ils n'ont pas été anéantis. Donc nous sommes dans une phase extrêmement difficile de l'opération, où toutes les questions que je viens de poser méritent vraiment d'être traitées en priorité. Il y a bien sûr la question des otages, et dans cette période que nous vivons au fond de transparence, trouvez-vous pertinent ou pas que l'on sache si la France paye pour libérer les otages, et est-ce qu'elle le fait? D'abord, je ne voudrais pas ménager ma joie à l'annonce de la libération de cette famille. Une parente était à Bordeaux, que j'avais reçu 48 heures avant la libération. Et que vous avez appelé effectivement aussi dimanche matin pour les confirmer. Malheureusement, j'avais pas grand-chose à lui dire à ce moment-là, et ça a été un grand bonheur pour moi, comme pour la famille, bien sûr d'abord, que cette libération. Alors, l'État français ne paye pas de rançon, ça a toujours été notre position, contrairement à ce que j'entends dire, mais il y a des négociations. S'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de libération. Voilà. Mais donc on dit que c'est un discours qui est un peu hypocrite, que l'État ne paye pas, mais que le Qatar paye. Peut-être que le discours est hypocrite, mais il y a des moments où, vous savez, où se mettre en slip, là, comme vous le préconisiez tout à l'heure, jouer la transparence absolue sur tout, y compris quand il y a question de vie d'hommes et de femmes. Il y a encore des otages qui sont détenus, malheureusement, et qui, nous pensons, c'est peut-être une perversion de la démocratie aussi, l'excès de transparence. Alors justement, l'excès de transparence, je ne sais, je sens que la psychanalyste va vous poser la question des matins, Caroline Eliachev. Écoutez, je voudrais revenir à ce que vous aviez dit dans la première partie. Vous dites, nous entrons dans un monde nouveau, il faudrait en prendre acte et savoir si nous voulons y aller ou pas. Et je vous demande si les théories économiques qu'on nous présente, qui ne sont pas nouvelles, est-ce que pour entrer dans ce monde nouveau, y a-t-il des théories économiques nouvelles? Alain Juppé. Sans doute pas, et pardon, mais je ne suis pas sûr que ce soit le problème. La Chine n'a pas une théorie économique, où elle a fait sa propre théorie, avec un bout de marxisme, un bout de capitalisme, du socialisme d'État. Résultat, la pauvreté recule en Chine. 300 millions de personnes qui étaient pauvres, aujourd'hui accèdent à la classe moyenne, et ça va continuer, le Brésil, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas trop s'attacher à cette question des théories économiques. Moi, ma théorie, entre guillemets, elle est simple. Qu'est-ce qui marche ? C'est l'entreprise. C'est l'esprit d'entreprise. Ce sont les entrepreneurs. J'ai été, il y a 48 heures, en Israël, petit pays de 8 millions d'habitants, complètement économiquement isolé par rapport à son environnement, et qui fait 4,5% de son PIB dans la recherche et le développement. Et ça lui assure 4% de croissance, le plein emploi, avec une ardeur dans les jeunes générations pour créer, pour entreprendre, pour innover, qui est formidable. La solution, elle est là. Elle est dans l'esprit d'entreprise, dans l'entrepreneuriat, ce qui ne veut pas dire le libéralisme sans règles. Moi, je ne suis pas pour l'absence de règles. Et c'est vrai qu'on a laissé, dans le passé, la finance, qui était ciblée par François Hollande, faire n'importe quoi. Recadrer tout cela. Aujourd'hui, nos banques prêtent moins d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on leur a imposé des normes et des règles, ça s'appelle Bâle 3, dont on finit par se demander aujourd'hui si elles ne sont pas excessives. Donc moi, je suis pour une liberté d'entreprise, pour le libre marché, avec des règles, avec des normes. Et d'ailleurs, le vrai libéralisme, c'est pas l'absence de règles. C'est au contraire un code de conduite, une pratique. Voilà ce que c'est ma théorie économique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on change de politique économique en France pour remettre les entrepreneurs, l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat en première ligne. C'est de là que viendra la création d'emplois, et non pas des emplois d'avenir ou des contrats de génération. Or, on a fait tout le contraire. On évoquait tout à l'heure l'impact qu'a sur le mental, sur le moral des chefs d'entreprise, cette amnistie sur les délits commis à l'occasion des conflits syndicaux ou des conflits sociaux. Ça participe de cette espèce de défiance qu'ils sentent aujourd'hui, et qui fait qu'ils ont le pied sur le frein et qu'ils n'investissent plus, et que donc on ne craint plus d'emploi. Voilà, pardon, je ne sais pas si je réponds à votre question. Ce que c'est que ma théorie économique, c'est la liberté d'entreprendre avec des règles. Voilà. Mais est-ce que cette théorie économique, elle recoupe au fond les théories en général, au fond, d'Alain Juppé, qui
parfois font votre fortune au sein de la droite et parfois vous créez quelques mésaventures. Est-ce que vous n'êtes pas, au fond, surveillé sur votre droite et surveillé sur votre gauche? Regardez, sur le mariage pour tous, vous nous disiez, au fond, mes amis gays ne sont pas contents que je sois pas plus, au fond, enthousiaste pour défendre. Et de l'autre côté, ma droite trouve que finalement, je suis quand même trop mou. Question. On vous voit dialoguer très régulièrement avec Michel Rocard, sur France Culture avec Alain Finkielkraut, dans Le Parisien il n'y a pas si longtemps, il y a un livre chez Jean-Claude Lattès. Est-ce qu'au fond, tout de même, le chemin que vous cherchez à tracer en politique ne se heurte pas, contrairement à ce que l'on disait pour se moquer de vous après votre formule droit dans vos bottes, au fait qu'au fond, vous soyez plus conciliant que ne voudraient l'être certains ténors de l'UMP et de votre camp? Peut-être que, voilà, comme les bonnes bouteilles de Bordeaux, je me bonifie avec le temps. Vous savez, j'ai écrit un petit livre qui m'a donné beaucoup de plaisir sur Montesquieu, et une des choses que j'ai aimées chez Montesquieu, c'est l'esprit de modération. Et il explique que l'esprit de modération, c'est pas facile, contrairement à ce qu'on croit. Le plus facile, c'est de se porter aux extrêmes, parce que là, voilà, on y va, on caricature, on exagère, c'est assez facile. Essayez au contraire de peser le pour et le contre et d'avoir une position équilibrée, ça demande une certaine discipline intellectuelle et politique. C'est ce que j'essaie de faire. Et vous savez, moi, au stade où j'en suis, j'aime la politique, je suis très heureux à Bordeaux, je me bats pour mes prochaines élections municipales, mais je suis pas mu par l'ambition d'occuper tel ou tel poste. Donc ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que je pense, ce que je crois bon pour mon pays, et je vais continuer. Oui, mais par exemple, vous voyez, regardez, cette modération vous empêchera, en tout cas au moins pendant un an avant les municipales, de dire si oui ou non vous pensez à l'Élysée en vous rasant le matin. Parce que derrière... C'est pas de la modération. Parce que oui, non, mais c'est de la prudence. C'est de la prudence, parce que... Non, c'est pas de la prudence. Que savez-vous que Nicolas Sarkozy fera quand il aura fini d'écluser les conférences à 100 000 euros Eh bien, voilà une bonne question. Vous le savez pas vous non plus. Donc ça va être vous avez une idée. Donc ça va être un élément de réflexion. Mais est-ce que c'est le moment chose... venu. Oui. Alors, bon, je pense aussi qu'il faut aller pas après pas. Et je le répète aujourd'hui, la priorité, c'est pas de savoir qui sera le champion. Nous critiquons la politique gouvernementale et je l'ai fait. Je pense que sur le plan économique, elle va dans le mur. Eh bien, il faut expliquer ce que nous ferions à la place. J'ai dit tout à l'heure, remettre l'entrepreneuriat et les entrepreneurs en première ligne au cœur de notre politique économique, ça veut dire des choses très concrètes en matière de formation, en matière d'innovation, en matière de flexibilité du travail, où on a fait un pas en avant, c'est vrai, en matière de fiscalité, où il faut essayer de remettre à plat la fiscalité pour favoriser l'investissement dans les nouvelles entreprises. Le deuxième volet de cette politique, ce serait de faire marcher notre politique sociale sur deux pieds. La solidarité. Et j'y suis attaché, vous allez encore dire que voilà, c'est la modération, mais aussi l'esprit de responsabilité. Quand on supprime le jour de carence dans la fonction publique pour les indemnités journalières, on ne fait pas ça, on ne marche pas sur deux pieds, on ne met pas le pied responsabilité comme il devrait l'être. Donc voilà comment il faut réformer notre modèle social, et nous avons beaucoup de choses à faire sur les retraites. Mais la baisse des allocations familiales, par exemple, elle va dans le sens que vous souhaitiez. Bien sûr, vous avez voulu plusieurs fois la faire passer, et vous vous êtes heurté à des mouvements. Vous avez raison, mais aujourd'hui, je le dis très clairement, je peux comprendre qu'en 1945 ou 47, il y a eu une certaine philosophie de la politique familiale. Chaque enfant devait être traité à égalité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est tout à fait normal que le PDG d'une très grande entreprise, je ne citerai personne, qui gagne plusieurs millions d'euros par an, reçoive exactement le même montant d'allocation familiale qu'un smicard? Il suffit de poser la question pour dire non. Donc il va falloir la faire, cette réforme. Et de même, on va continuer à dire qu'on va maintenir l'âge de la retraite à 60 ans, tout en annonçant qu'on va allonger les durées de cotisation. C'est un non-sens. Ou alors il faut dire qu'on pourra continuer à partir à la retraite à 60 ans avec une retraite diminuée. Il faut dire la vérité. Voilà. Et enfin, troisièmement, donc dans ce que pourrait être ce projet de l'opposition, je l'ai dit, sur le plan économique, l'esprit d'entreprise. Sur le plan social, solidarité et responsabilité. Et sur le plan européen, il faut réinventer l'Europe. Et là, il y a un vrai débat politique. On nous parle toujours de nos relations avec le Front National. Je ne vais pas revenir sur les attendus idéologiques ou culturels. Vous en parlez. Il y a une photo qui montre Gilbert Collard à côté de Patrick Collier. C'est une photo. J'y suis pas. Voilà. Moi, je parle au nom d'Alain Juppé. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que un des problèmes essentiels dont on ne parle pas avec le Front National, c'est que nous avons un désaccord absolument fondamental sur la politique économique. Il va falloir le dire très clairement. Sortir de la zone euro, c'est quoi? Ça veut dire condamner la France au déclin, et ça veut dire tuer
la construction européenne. Moi, je suis farouchement il n'y a que ce désaccord-là. C'est un désaccord absolument existentiel pour la France. Il y en a d'autres, je l'ai dit, sur un certain nombre de questions de principe et de valeurs. Mais ça aussi, c'est un enjeu tout à fait formel. Il faut refonder l'Europe, d'abord sur l'union étroite entre la France et l'Allemagne, sur une plus forte intégration au sein de la zone euro et autour, sur un espace européen plus souple, un grand espace européen dans lequel la Grande-Bretagne trouvera sa place, vraisemblablement, et peut-être d'autres. Peut-être la Turquie, par exemple. Donc c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir sur l'Europe aujourd'hui. Hubert, la politique, c'est aussi des hommes. Est-ce que vous êtes favorable, comme d'autres, à ce que finalement l'UMP conserve son président et ne rejoue pas son élection, ne rejoue pas l'élection ratée de novembre dernier? Vous avez rappelé tout à l'heure les péripéties de la fin de l'année dernière qui ont été absolument désastreuses. J'avais essayé à l'époque de calmer un peu le jeu. J'étais venu sans doute trop tôt, le fruit n'était pas assez mûr. Vous n'êtes arrivé à rien, si j'ose dire. Ah oui, bon, c'était une des étapes dans la recherche de solutions, mais finalement on y est arrivé. Donc il y a eu cet apaisement qui repose sur l'idée qu'on va revoter. Et donc il faut tenir ces engagements. Lorsqu'on prend des engagements dans la vie politique, on nous parle de moralisation, ça fait partie aussi de la morale. C'est pas la tournure des choses, il semble. Attendez, on va voir. Non, je suis pas sûr. En tout cas, moi, c'est ce que je dis, je crois. Sauf si on consulte les militants. C'est à eux de le dire. C'est pas tel ou tel qui peut. Non, c'est pas une facilité. On est en train de refaire des statuts. On va sans doute soumettre ces statuts à nos militants. Eh bien, peut-être qu'à cette occasion, on pourrait leur demander s'ils pensent qu'il faut ou non revoter, et c'est à eux de le dire. Mais un simple accord d'état-major à Paris, au siège de l'UMP, déchirant rapidement cet accord qui a été conclu l'année dernière, au début de l'année, je ne sais plus, à mon avis, ça serait pas de bonne méthode. Mais si les militants le souhaitaient, parce qu'il est question de les consulter par Internet ou autrement, vous vous contenteriez d'un président, de perpétuer un président dont l'élection est tout de même contestée? Est-ce que d'un point de vue moral, on n'a pas là quelque chose de particulier? Parce que ce président va être bien placé, comme on dit, pour devenir président de la République. Donc... Non, ça, alors, pas du tout. Oh, bah si. Permettez-moi quand de même, tout à il aura faire quelques désaccord clés, là-dessus. on a bien vu que ça pouvait peser. Je suis tout à fait en désaccord sur cette affirmation. D'abord, si les militants décident ainsi, ils auront validé la situation. En revanche, dès le départ, lorsqu'on a commencé à parler de sortie de crise, j'ai pris position en faveur de primaires à l'intérieur de l'opposition, pas uniquement de l'UMP, ouverte à tous ceux qui souscrivent à nos valeurs et à notre projet, pour choisir notre champion aux élections présidentielles. On s'est beaucoup moqué des socialistes quand ils ont fait ça en 2011, et puis finalement ça les a servis, ils ont occupé les médias pendant plusieurs mois, et tout le monde s'est retrouvé autour du candidat qui a été désigné. Eh bien je pense qu'il faut que nous fassions de la même chose. J'ai d'ailleurs soutenu une initiative qui a été prise par un groupe de jeunes hommes politiques. Je ne sais pas s'il y a des femmes d'ailleurs dans ce groupe, il faudrait qu'ils mettent un peu de parité, qui s'appelle la boîte à idées, qui viennent de faire une proposition très précise sur l'organisation des primaires. Et je pense que tout le monde devra se soumettre à cet exercice des primaires. Si le président sortant, l'ancien président de la République, décidait de retenter sa chance. Il n'aurait qu'à y gagner. Il arriverait très vraisemblablement largement en tête et ça lui donnerait un élan supplémentaire. Donc je pense qu'il faudrait suivre. Et ce qui veut dire, et j'en arrive à votre question, que le président de l'UMP n'est pas le candidat désigné pour les présidentielles de 2017. Ça n'est pas notre champion au présidentiel, c'est l'organisateur du parti. Vous conviendrez qu'il aura quelques avantages quand même, puisqu'il tiendra le parti. J'espère que non. J'espère que les primaires seront organisées de façon, cette fois-ci, tout à fait transparente et indépendante pour que personne n'ait un avantage particulier. Le modèle avoué de cette boîte à idées, c'est le modèle Obama, parce que le site ressemble beaucoup à ce que Barack Obama avait fait pour sa propre campagne. Je n'avais pas fait le parallèle. Les militants par Internet. J'y avais pas pensé. Non, mais Internet est à tout le monde, mais pas qu'à Obama. Hubert Vertas. Toujours dans ce dont vous parliez tout à l'heure, la modération, un certain nombre de vos amis politiques, ils sont à l'UMP, donc c'est vos amis politiques, se sont enflammés au cours du débat que nous avons connu, le débat du mariage, qui, on verra s'il est terminé ou s'il va continuer, et considèrent que François Hollande est tellement affaibli que ça ne pourra pas durer 5 ans et qu'il ne tiendra pas. Comment recevez-vous cette analyse qui nous amène à penser qu'il pourrait y avoir un changement politique majeur très vite? Alain Juppé. Personne n'en sait rien et nous avons des institutions solides. Voilà. Il y a un président de la République, il est élu, il a un mandat de 5 ans, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui peut se passer? Une dissolution. Ça pourrait être une solution. Quand nous avons dissous en 97, parce qu'on évoque toujours ce précédent, nous étions absolument convaincus de gagner.
Oui. Et il y avait des sondages qui le montraient. Aujourd'hui, ils sont sûrs de perdre. Donc ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas dissoudre. Deuxièmement, un référendum, ça se transformerait en vote de défiance. Et quand vous voyez l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'exécutif, je pense qu'ils n'iront pas. Donc voilà, moi je ne... Mais vos amis, vous leur dites patience, patienter, ce n'est pas le moment. Il reste sans doute, parce que ce gouvernement est aujourd'hui extraordinairement faible pour prendre des mesures extrêmement difficiles. Je pense qu'on ne restera pas avec ce gouvernement. Il faut un remaniement profond. Peut-être va-t-on arriver enfin à avoir 15 ministres, parce que là, actuellement, vous en avez certains dont on se demande bien ce qu'ils font dans le gouvernement. Parfois, on en croise, dont on cherche le portefeuille sur le journal officiel. C'est vrai. Mais peut-être que cette fois-ci, mais jamais on a eu un président de la République à 25% ou à 26%, et jamais on a eu autant de décisions difficiles à faire. Donc peut-être que c'est le moment, enfin, de le faire cette fois-ci. Et puis, qu'est-ce que je dis à mes amis ? Je dis à mes amis, marquons des points progressivement dans chacune des élections. Souvenez-vous de la claque qu'on a reçue en 2008 aux élections locales, et ça a eu un impact politique non négligeable. Si en 2014 nous marquons des points aux élections municipales, ça serait un premier élément de reconquête. Ensuite, il va y avoir des élections sénatoriales. Si les élections municipales sont très positives, on peut reprendre la majorité au Sénat, et ainsi de suite. C'est ça le processus démocratique, et en même temps, soyons porteurs vis-à-vis des Français d'un vrai projet politique. Voilà ce que nous devrions faire aujourd'hui. Enfin, la politique à l'AGP est aussi affaire de civisme. Il se dit que pour les municipales, si au fond il y a un Front National aujourd'hui qui est fort, ça arrangera forcément les municipalités socialistes à essayer de repasser ce qu'elles craignent aujourd'hui de ne pas pouvoir faire, avec notamment les débats. Oui, ça c'est la vieille stratégie de François Mitterrand depuis les années 80, qui a toujours consisté à pousser le Front National pour affaiblir la droite. Oui, mais enfin, il y a tout de même aussi une droite qui peut-être rechignera moins, ou de moins en moins, vu la hauteur des sondages de Marine Le Pen, à faire ces alliances. C'est ce qu'on nous dit depuis des années. Il y a pas eu un seul exemple, peut-être un ou deux, vraiment extraordinairement marginal d'alliances de ce type. Il n'y en a pas eu. On nous l'avait annoncé aux dernières élections législatives. Je crois que sur 577 circonscriptions, il y a eu un ou deux cas litigieux. Vous allez me dire que Bordeaux s'éloigne de Paris, mais bon, parlons de plus en plus près, bientôt à 2 heures en TGV, c'est tout près. Parlons de Paris. Rachida Dati, qui a finalement renoncé à s'inscrire à la primaire à Paris. Vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour la reconquête de cette ville, ou que c'est... J'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas quelles sont ses raisons. Voilà, ce qui aurait été détestable, c'est un combat au couteau entre des candidats à la primaire à Paris. Rachida Dati a pris cette décision, je la respecte. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est une femme intelligente qui s'est battue sur le terrain, souvenez-vous, aux élections municipales à Longjumeau, aux élections législatives. Elle a été vraiment au charbon, donc je crois qu'elle peut faire une très bonne candidate. Et non plus, sans crier victoire trop vite, vous avez vu que les sondages la donnent dans un mouchoir de poche avec la candidate socialiste, donc il faut la soutenir. Alain Juppé, maire de Bordeaux, le journal Sud-Ouest souligne qu'il y a tout de même de grosses inquiétudes aujourd'hui sur le marché français du vin, et que le marché français du vin dévisse, et que notamment Bordeaux souffre aujourd'hui en France parce qu'il ne profite pas des créneaux de croissance, raconte l'article du Sud-Ouest d'hier, tout simplement, et que à cause notamment de plusieurs choses comme l'engouement du rosé, le trop faible prix de certains vins de Bordeaux qui réduirait le prestige, il y a tout de même des inquiétudes sur ce marché-là. Qu'est-ce que le maire de Bordeaux en pense? J'aime beaucoup Sud-Ouest, qui est ma lecture quotidienne, mais je me suis fait une règle depuis longtemps, c'est de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est écrit dans Sud-Ouest. Donc je pense que c'était à l'occasion de rencontres de 300 professionnels, le fameux CIVB, le comité interministériel des vins de Bordeaux. C'est pas exactement ce que j'entends moi de mon côté. C'est vrai que la situation est difficile. Pourquoi ? Parce que la consommation en France baisse, et tant mieux, parce que nous étions à des niveaux tout à fait extraordinaires. En revanche, il y a des marchés extrêmement porteurs qui se développent. La Chine, bien sûr, tout le monde en parle, mais bientôt d'autres. Et moi, je voudrais donner un coup de chapeau à mes viticulteurs. Ils sont en permanence, et à mes négociants, ils sont en permanence sur les routes. Ils sillonnent le monde entier pour faire la promotion de leur vin, et ça se passe pas si mal. Il y a eu des flambées de prix qui ont été peut-être excessives, donc ça recule un petit peu, mais globalement, les indications qui me viennent montrent que les choses résistent bien. La production, d'ailleurs, en France, ça aussi on ne le sait pas, du fait des arrachages qui ont eu lieu avec les primes européennes, a plutôt tendance à diminuer. Donc il y a un ajustement qui va plutôt dans la bonne direction. Et puis il faut se battre, il faut les aider. Moi, j'ai lancé, non sans mal, d'abord une grande fête du vin à Bordeaux, qui est maintenant un événement majeur. On l'exporte à Québec, on l'exporte à Hong Kong, on va l'exporter demain à Bruxelles. Hier, les amis israéliens me demandaient de le faire aussi en Israël. Et puis, je vais poser bientôt la première
premières pierres d'une cité des civilisations du vin qui va attirer le tourisme, ce qu'on appelle l'œnotourisme, le tourisme vitivinicole sur notre vignoble. Donc vous voyez, non, pas à Bordeaux, à Bordeaux même. Ouais, pardon, je lis encore Sud-Ouest, moi qui me parle. Sur les bassins à flot. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des viticulteurs en difficulté parce que le vignoble de Bordeaux aussi est très hétérogène. Hein. Vous avez des très grands crus qui, dont les prix ont fait des folies dans les années passées. Et puis vous avez l'entrée de gamme qui est un petit peu plus difficile, mais qui a fait beaucoup de progrès en qualité. Et puis vous avez le cœur du vignoble, les grands crus qui, eux, se battent, je crois, avec beaucoup d'efficacité. Allez, dernière petite question, Hubert. Oui, alors ma question, elle est. Je veux dire quand même que, à travers le monde, moi j'en ai fait l'expérience pendant mes fonctions au ministère des Affaires étrangères. Quelles sont les villes qui sont connues dans le monde? Paris? Toulouse? Non. Numéro 2, Bordeaux, à cause du vin. On a très loin derrière Toulouse. Oui. La Villette. Là, je vais me faire des amis à Toulouse, ça va être affreux. Non, je ne plaisante pas. La ville de Bordeaux a une notoriété, d'autres aussi, bien entendu, mais la ville de Bordeaux a une notoriété exceptionnelle à cause de son vignoble, bien sûr. Bon, alors, une dernière question, elle est un peu vaste, et je vais vous demander de ne pas être vaste dans votre réponse. On n'a plus beaucoup de temps. Je m'adresse au maire de Bordeaux. On parle beaucoup en ce moment, et depuis longtemps, de décentralisation. Le gouvernement a été très ambitieux, finalement, à la sortie, il paraît l'être moins. Donc, je vais vous poser une question en deux temps. Est-ce que la manière dont est organisée cette décentralisation vous facilite ou vous complique la vie en tant que maire? Deuxièmement, on demande aux collectivités locales de faire beaucoup d'efforts. Donc, est-ce que Bordeaux a, par exemple, du gras pour faire des économies? La façon dont la réforme est menée est, là encore, ni faite ni à faire. On est parti d'une loi, on est à 3 lois. On ne sait pas très bien où on va. La seule chose qu'on voit, c'est les manipulations sur les modes de scrutin. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer, puisque vous me demandez dans le détail, vous me donnez une réponse courte, mais même au niveau des métropoles, on est en train de changer le mode de scrutin dans une direction qui est plutôt favorable au Parti socialiste. Deuxièmement, est-ce que les collectivités locales doivent faire un effort? Oui, bien sûr. La notion de gras, vous savez, est toute relative, hein, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quand on baisse les dépenses, ça fait mal. Ça fait mal à ceux qui reçoivent l'argent. L'argent des collectivités, il n'est pas comme ça distribué dans la nature. Ce sont des subventions à des associations culturelles, sociales, sportives. Et quand on fait des économies, ça souffre. Il faut en avoir bien conscience. Et puis surtout, on ne peut pas nous demander de faire tout et son contraire. On nous demande de mettre en œuvre une réforme des rythmes scolaires qui, pour prendre l'exemple de Bordeaux, va nous coûter entre 4 et 5 millions d'euros. Et dans le même temps, on nous annonce que les dotations de l'État vont être rabotées de 2 millions d'euros en 2014 et à nouveau de 2 millions d'euros en 2015. C'est là qu'il y a une contradiction. On veut bien faire des efforts, à condition qu'on ne nous étrangle pas. L'Express d'aujourd'hui, dans les Indiscrets, nous dit que Alain Juppé, candidat à sa propre succession à la mairie de Bordeaux en 2014, a en tête l'opération réussie par Antoine Ruffnac au Havre. En effet, l'ancien ministre avait pris soin de repérer et puis de préparer un successeur afin de lui laisser la place. Il s'agit d'Édouard Philippe, qui d'ailleurs a coécrit avec un certain Gilles Boyer un livre où un vous êtes le personnage principal. Et 2 très bons auteurs. Hein. Et 2 très bons auteurs. Et vous pensez qui à Gilles Boyer, vous, pour succéder à Bordeaux? Moi, je suis toujours très admiratif de voir des gens qui savent ce que j'ai dans la tête. Voilà, c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire d'imaginer que vous préparez une succession. Ah oui, c'est une imagination, oui. Non, pour l'instant, je me bats pour 2014. Vous savez pourquoi je me bats pour 2014? Pour reprendre la Bastide. Non, tout simplement parce que j'ai des choses à proposer aux Bordelais, parce que j'ai un projet pour les 10 ou 15 prochaines années qui est formidable, je crois, qui peut entraîner leur adhésion, qui peut continuer à pousser notre ville dans la direction qu'elle a prise depuis 15 ans. Et puis ensuite, parce que j'aime ça. Donc voilà, c'est ça mes motivations, et je vais y m'y mettre avec toute l'énergie et tout le cœur dont je suis capable. La dernière fois que vous étiez